Bonjour, nous sommes le 17 octobre 2025, le mois a très vite passé. En tout cas, pour l'instant, il fait pas si mauvais pour pour ce début de matinée. Mais voilà, on va s'attendre à peut-être du changement durant le cours de la journée, mais on verra ce qui va s'y passer. En tout cas, il fait une légère brise froide. Légère, c'est légèrement froid. Mais en tout cas, bon, euh, ça risque de changer au cours de journée. Euh, voilà, on peut, je veux dire, travailler en extérieur sans aucun problème avec un temps pareil. Alors, ceci étant dit, je vais voir ici une introduction à la chimie. Alors, connaître la chimie, c'est aussi connaître la physique, hein. Vous ne pouvez pas, je veux dire, vous échapper de la physique en étudiant uniquement la chimie. Bon, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je veux dire déjà, dans la chimie, on étudie la matière. La matière est peut-être de plusieurs types, notamment solide, gazeuse et liquide. Ben, on peut retrouver un autre état un peu spécial. Ben, voilà, mais après, principalement, c'est ces trois états, solide, gaz et liquide. Et je veux dire, bien sûr, les propriétés des solides, gaz et liquides sont étudiées en physique. Sont étudiées en physique. Donc, ce qui veut dire que si vous étudiez la matière et cette transformation, ben, c'est-à-dire si vous étudiez la chimie, ben, il y a de fortes connaissances à acquérir, je veux dire, en physique, notamment sur les états de la matière. Alors, bien sûr, l'association de la chimie et de la physique peuvent donner voilà, des études de type énergétique. Alors, si on étudie les énergies, à ce moment-là, on étudie ça dans d'autres cours. Dans d'autres cours. Alors, bien sûr, ça se subdivise en d'autres cours, notamment euh, si vous étudiez les fluides, ben, on aura la mécanique des fluides. Voilà, la mécanique liée aux fluides. Si vous étudiez, je veux dire, les échanges de transformation énergétique, voire de chaleur, que ce soit froid ou chaud, ben, je vous ai étudié la thermodynamique. Voilà, donc ça donne des autres, euh, des autres, euh, des autres cours dans lesquels on élabore bien sûr les lois et les théories relatives à ces cours bien précis. Alors bien sûr, qu'est-ce que c'est que la chimie? Si je veux faire une introduction à la chimie, ben, c'est voilà, un processus dans lequel on a un changement, voire une transformation de matière. Voilà. Alors justement, la physique, il n'y a pas de transformation de matière. C'est ça qui distingue la chimie et la physique. Mais étudier la chimie signifie que vous devez connaître voilà, des éléments de physique. Tout comme étudier un petit peu la physique, ben, c'est un petit peu connaître aussi bon, la chimie. L'un n'exclut pas l'autre, c'est ça que je veux dire. Connaître l'un, ben, c'est un petit peu aller chercher des éléments, des propriétés voilà, de l'autre domaine qui est la physique. Par exemple, vous étudiez la chimie, ben, parfois la physique, vous devez aller chercher voilà, il n'y a pas d'exclusion. Vous pouvez aller chercher voilà, des théories faites en physique pour pouvoir comprendre voilà, des éléments de chimie et inversement. Inversement, parfois, pour comprendre voilà, des, des états de la matière, on va rechercher aussi voilà, des études qui sont élaborées en chimie. Donc l'un n'exclut pas l'autre, ils sont même reliés l'un avec l'autre. Donc c'est-à-dire que connaître la chimie, c'est aussi connaître un petit peu la physique. Je ne veux pas dire, bon, la connaître énormément, mais si vous faites que de la chimie, ben, vous devez connaître quand même certains aspects de physique. Donc un scientifique n'exclut pas, je veux dire, ne s'exclut pas, je veux dire, des matières tant qu'elles sont intéressantes pour comprendre les choses, ben, autant aller rechercher ce qui est intéressant pour pouvoir élaborer, je veux dire, une meilleure vue, une meilleure compréhension des choses. Voilà, donc ceci étant dit, donc la chimie, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, la chimie, si je fais une introduction à la chimie ici, ben, la chimie, elle tente de résoudre principalement plusieurs problématiques, hein. Notamment, on peut parler de la composition de la matière, voilà, de quoi est composée la matière, et ça a été tout, voilà, bien sûr, il y a la matière de l'univers, et ensuite la matière sur Terre. Bon, la Terre est englobée dans l'univers, voilà, donc la matière qui est dans l'univers, ben, comme la Terre est dans l'univers, eh ben, la Terre est composée de matière qu'on retrouve dans l'univers. Et tous les éléments qu'on retrouve dans l'univers, c'est ce qu'on retrouve dans le tableau de Mendeleev. Voilà. Donc tous les atomes qu'on peut entrevoir voilà, dans l'univers se trouvent dans la table de Mendeleev. Se trouve dans la table de Mendeleev. Et donc forcément, comme la Terre se trouve dans la, l'univers, ben, on retrouve des éléments
de l'univers sur Terre. Parce que la Terre est dans l'univers. Alors ceci étant dit, l'être humain aussi est sur Terre. Donc, ce qui veut dire que si l'être humain est sur Terre, ben, il aura aussi la composition chimique, les éléments de composition chimique qu'on retrouve dans l'univers. C'est-à-dire que, bon, si l'être humain est composé de, voilà, de carbone, etc., ben, je veux dire, le carbone se trouve dans l'univers. Donc, tout ce qui se trouve dans la table de Mendeleïev se trouve dans tout ce qui se trouve dans l'univers en tant qu'atome, ben, se retrouve dans le tableau de Mendeleïev. Tout ce qui se trouve sur Terre, voilà, en tant qu'atome, se retrouve dans le tableau de Mendeleïev. Et tout ce qui est composition animale ou végétale, tout ce qui est bien sûr, parce que les animaux et les végétaux sont sur Terre, donc en fait, la Terre est dans l'univers, et donc tout ça englobe, je veux dire, des compositions de matière qui sont, je veux dire, les mêmes, qui sont, je veux dire, qu'on retrouve aussi bien dans l'univers que sur Terre, que sur les êtres vivants, ou les êtres non vivants, peu importe. Voilà, donc en fait, on est dans un ensemble où, je veux dire, les seuls atomes que l'on bien sûr, bien sûr, on a tous les atomes connus qui sont dans le tableau de Mendeleïev, qu'on retrouve dans l'univers. Enfin, c'est tous les atomes qu'on connaît dans l'univers. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que c'est une chaîne. Hein, c'est une chaîne. Mais cette chaîne est incluse dans un ensemble. Donc c'est normal que les atomes qu'on retrouve dans l'être humain, ben, on les retrouve dans l'univers. C'est pas. Voilà. Enfin, en partie. Hein, en partie, je ne veux pas dire que tout. En partie, on retrouve. En tout cas, il est composé d'atomes qu'on retrouve dans le tableau de Mendeleïev. C'est ça que je vais expliquer. Donc, la chimie, ici, comme je fais une introduction à la chimie, ben, elle tente de résoudre principalement divers problèmes, notamment celle de la composition de la matière. Alors, vous savez très bien que la matière, elle est entrevue de diverses façons, notamment si vous prenez les peintures, ben, voilà, les médicaments, les peintures se distinguent, les êtres vivants se distinguent, voilà, des peintures, les matières voilà, de pétrole se distinguent, voilà, des matières telles que le fer, voilà, ou l'aluminium. Donc vous voyez qu'on peut faire des distinctions dans la matière. On peut faire des distinctions dans les matières, et bon, dans les matières, je vous rappelle qu'il faut connaître la physique, c'est-à-dire qu'il y a la théorie, voilà, des gaz, la théorie des liquides et des solides, voilà, et donc l'être humain qui perçoit son monde extérieur, ben, il perçoit le monde au travers voilà, des cinq sens, voilà, qui sont le goûter, le toucher, voilà, l'odorat, la vue, et, enfin, le goûter. Ce qu'on peut faire en chimie, on peut goûter, voir quelle substance qu'on a à faire. On peut toucher des substances et savoir qu'on peut avoir soit du sable, voilà, ou des roches, etc. Donc on peut goûter, on peut toucher, on peut sentir, voilà, l'odorat, on peut le voir, une transformation chimique, on peut la voir, voilà, au travers de changements de couleur, etc., etc. Voilà, j'oublie un sens, je ne sais pas, je me rappelle plus, je reviens plus sur le cinquième, donc c'est l'ouïe, ah oui, c'est l'ouïe, c'est les oreilles. Voilà, donc en fait, l'être humain est doué d'oreilles, il est doué de yeux, il est doué de mains et donc de doigts pour pouvoir toucher. Voilà, il est d'un nez pour pouvoir sentir, voilà, et d'une langue pour pouvoir goûter. Donc ici, vous avez les principaux cinq sens, principaux cinq sens que l'être humain peut avoir quand il est en communication avec le monde extérieur. Voilà. Maintenant, s'il n'a plus les cinq sens, c'est qu'il est mort. Voilà, c'est qu'il est mort. Voilà, s'il n'est plus doué des cinq sens, mais soit il est dans une mort partielle ou dans une mort totale. C'est-à-dire s'il ne voit plus, n'entend plus, il ne ressent plus voilà, le toucher, il ne sent plus. Voilà, s'il a tout perdu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Soit il est partiellement mort, c'est-à-dire dans le coma, ou soit il est mort. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, l'essence qu'il a, ben, c'est pour pouvoir être en contact avec l'environnement extérieur. Voilà, donc c'est l'environnement extérieur qui est pour lui principalement la Terre. Voilà, maintenant il peut voir ce qui se passe dans le ciel, dans le firmament du ciel avec certains astres, mais c'est pas pour autant qu'il peut être en contact avec ces astres. Déjà, un, ils sont éloignés, très éloignés. Deuxièmement, bon, aller sur ces astres, bon, constitue, je veux dire, un endroit
je veux dire, de non-vie. C'est-à-dire qu'il faudra aller avec des casques ou s'éloigner pour pouvoir voir des choses, etc. Bon, il y a des planètes chaudes, des planètes très froides, des planètes gazeuses, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est un des meilleurs endroits pour vivre, c'est voilà, ce qu'a donné la Terre. Hein. C'est-à-dire la Terre a été transformée pour pouvoir, je veux dire, vivre. Et donc on a des êtres humains avec des sens, bien sûr avec de la pensée, voilà, de la raison, pour pouvoir évoluer dans un monde, voilà, dans un monde euh, où il peut construire des choses par rapport à ce qu'il peut concevoir et voilà, fabriquer. Il peut concevoir et fabriquer des affaires dans ce monde-ci. Donc voilà, on lui a donné la raison pour pouvoir faire tout ça. Quoique bon, maintenant, même un animal peut construire un nid. Donc c'est pour vous dire qu'il a lui aussi tout animal a de la raison. Mais maintenant, l'être humain est dans la chaîne pyramidale la plus élevée. Il est haut de la chaîne de la pyramide. Donc lui, bon, c'est ce qu'on appelle ça un être intelligent. Donc il est capable de faire beaucoup de choses pour évoluer dans ce monde qu'est la Terre. Mais il prend un peu trop de place parce qu'il ne laisse plus de place aux animaux. Et ça, c'est embêtant. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose ici. On est passé voilà, de la chimie à, bien sûr, une forme de ce qu'on appelle la chimie, bien sûr, de l'univers. Hein. La chimie de l'univers, avec toutes ces transformations, comme je vous ai dit, physico-chimiques, hein, parce qu'on ne peut pas parler de chimie pure. Hein. Euh, euh, le frère de la chimie, c'est la physique, on va dire ça comme ça. Avec ce qui s'ensuit, il y a un troisième frère qui est la thermodynamique, voilà, et un quatrième frère qui est voilà, la mécanique des fluides. Donc tout ça, c'est des frères. Donc la chimie de l'univers, bon, la chimie de l'univers avec cette transformation, on va dire physico-chimique. C'est pour ça que je parle de la physique est toujours présente, physico. Donc la chimie de l'univers avec ces transformations physico-chimiques est entrée, je veux dire, enfin est entrée, a toujours subi voilà, des mécanismes un petit peu complexes, bon, que l'être humain essaie de chercher, voilà, qui sont différentes formes d'entropie, voilà, avec voilà, de l'ordre, parfois du désordre. Voilà, parfois une planète elle meurt, parfois une planète voilà, se construit. Comment elle se construit voilà, on se demande comment toutes ces choses-là se font. Ben, donc il y a une forme d'entropie, et une des plus grandes entropies, c'est celle de la création, voilà, création de la Terre vivable. Alors quand je dis vivable, ça veut dire qu'on est passé d'une chimie spéciale. On est passé d'une chimie, je veux dire, de type euh, aléatoire, aléatoire à une chimie construite. Alors cette chimie construite, vous l'aurez compris que ben, c'est la biochimie. Et c'est aussi le monde de la biochimie qui va voilà, faire intervenir justement l'apparition des premiers êtres vivants sur Terre, notamment voilà, les plantes, les arbres, etc. Et ensuite les êtres vivants comme on va dire les petites bestioles, des petites bêtes. Voire avant ça, c'était bien sûr des protozoaires, et puis après ça donnait des petites bestioles. Toute une panoplie de petites bestioles qui sont devenues de plus en plus grandes par transformation justement d'entropie. Avec une chimie construite, et puis bien sûr vous avez eu les dinosaures, et puis l'être humain, enfin les hommes sauvages, et puis l'être humain, avec l'être humain que l'on connaît maintenant. Donc vous voyez que c'est une chimie provenant d'une entropie. Hein. Et voilà, c'est tout un mécanisme de création un peu spécial. Bon, et bien sûr, quand je dis création un peu spéciale, il faut un créateur derrière tout ça. Bon, il est bien évident qu'on peut percevoir qu'il y a, pour créer cette entropie, s'il y a création, c'est qu'il y a un créateur. Voilà, on va dire ça comme ça. Je veux dire, on passe pas de l'aléatoire à l'organisé, notamment pour la Terre. Bon, il a fallu, tout a été pensé. Voilà, c'est un schéma pensé. Alors, comme je l'ai dit, ça a donné la biologie. Alors, pourquoi je dis que c'est un schéma pensé? Ben, il est pensé pourquoi? Parce que d'abord, il faut un univers. Ensuite, pour créer la Terre,
ben, il faut la créer. Et puis, pour y placer des êtres vivants, dans certaines conditions, parce que bon, ben, on a des conditions d'oxygène, donc l'être humain a des poumons pour respirer cet air. On a de l'eau pour pouvoir, je veux dire, faire vivre l'être humain. L'être humain a besoin d'eau. Donc, tout a été donné, je veux dire, à l'être humain. Donc, c'est un cheminement construit, hein. Vous avez l'univers, la Terre, ensuite vous avez les êtres vivants. Alors dans être vivant, je pense aux plantes aussi, hein. Je pense à tout ce qui est, voilà, euh, bactéries, bactéries, voire virus, voire, je pense à tout. Tout ce qui peut, je veux dire, à un moment donné vivre. Euh, donc les êtres vivants. Donc vous voyez que c'est un schéma construit, hein. Donc l'univers, il est là. Bon, est-ce qu'il est éternel? Je ne sais pas plus, je n'en sais pas plus. Est-ce qu'il est infini? Je n'en sais pas plus non plus. C'est deux questions que je ne sais pas répondre. Voilà. Par contre, on pourrait se dire que un être vivant, quand il est sur Terre, ben, pour lui, c'est un monde virtuel qu'il voit en face de lui. Il voit un monde virtuel. Alors pourquoi virtuel? Ce monde-là n'est existant que quand l'être vivant est vivant. Parce que quand l'être vivant est mort, ben, pour lui, il n'y a plus rien qui existe. Donc on ne peut pas dire que l'univers existe pour lui puisqu'il est mort. Voilà. Donc l'univers n'est existant que pour les vivants. Ouais, il n'existe pas pour les non-vivants. Donc quelqu'un qui est mort, bon, il n'a plus la perception des sens pour pouvoir entrevoir qu'il y a l'existence d'un univers. Donc pour lui, l'univers n'existe plus, puisqu'en fait, la personne n'est plus de ce monde. On va dire ça comme ça. Maintenant, peut-être qu'il est dans un autre monde virtuel, puisque si celui-ci est de type virtuel pour certains êtres, pour les êtres vivants, ben, il peut être, je veux dire, dans un autre monde où il y a aussi une certaine virtualité. Je n'en sais pas plus. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'on peut tout imaginer. Quand on ne sait pas, ben, je veux dire, je n'en sais pas plus, donc j'en dis pas plus. Bon, mais tout est possible. Tout est possible. Voilà, donc ce que l'on voit, c'est une certaine virtualité, hein. Tant qu'on existe, on peut percevoir des choses. Si on n'existe plus, on ne les perçoit plus. Donc voilà. Donc vous voyez qu'ici, il y a un mécanisme qui s'est fait de manière non pas aléatoire, mais organisée, pour passer de la chimie à la chimie, voilà, des êtres vivants, qui est voilà, la biologie, enfin, on va dire la biochimie qui va induire la biologie, parce que voilà, une fois qu'on a des structures chimiques qui s'organisent pour pouvoir faire des êtres vivants, ben, je veux dire, c'est une organisation construite, hein. Et on sait bien où ce qu'on va, parce que pour passer de l'univers à la Terre à des formes de construction d'êtres vivants, c'est qu'il y a un mécanisme qui sait où ce qui va. Donc le mécanisme n'est pas fou, c'est pas une entropie folle, c'est une entreprise, je veux dire, qui est bien maîtrisée, parce que pour pouvoir créer une certaine forme de température sur Terre, pour bien placer la Terre à un niveau où le monde est vivable, voilà, par rapport au Soleil. Et la Terre n'est pas trop proche du Soleil, elle n'est pas trop éloignée du Soleil. Donc il a fallu d'abord un Soleil, hein. Avant de faire la Terre, on met un Soleil, voilà. Et puis après, on peut placer la Terre, voilà, mais pas trop éloigné du Soleil, parce que sinon c'est invivable, et pas trop, parce que si c'est trop froid, l'être humain n'est pas capable de vivre à des froids intenses. Si c'est trop proche, c'est trop chaud, donc l'être humain n'est pas. Donc il y a une excellente température bien faite pour pouvoir faire en sorte que l'être humain puisse vivre à l'intérieur de cette terre. Donc ce qui veut dire que le processus est organisé. On ne peut pas dire que c'est une entropie folle, c'est une entropie organisée. Bien sûr, organisée, qui provient bien sûr d'un chaos, parce que le chaos, c'est la construction. Voilà, voilà, pour créer une construction, il a fallu aller chercher cette matière-là, voilà, mettre les bonnes pondérations, voilà. C'est un processus chimique bien organisé avec, on va dire, les bonnes doses, les bons calculs. Les calculs, tout a été fait. Bon, là, ça veut dire que qui dit calcul dit que la mathématique existe déjà derrière, hein. Donc je veux dire, s'il y a des pondérations qui ont été faites dans cette organisation d'entreprise organisée, ben, je veux dire, ça veut dire que les calculs sont maîtrisés. Les calculs sont maîtrisés. Les calculs sont maîtrisés. Et donc ça veut dire que l'aspect mathématique existe déjà. euh, la mathématique existe déjà. Parce que pour aller créer la Terre, il faut les bonnes doses d'oxygène, les bonnes doses d'azote, les bonnes doses. Il faut toutes les bonnes doses de tout, sinon c'est invivable. Il suffit voilà, d'une constante qui n'est pas bonne pour que, je veux dire, bon, l'univers s'écroule. Donc vous voyez que tout a été calculé. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les savants, les grands savants, ben, trouvent des relations
qui sont de type aux abords mathématiques, ce qui veut dire que l'univers a été créé, je veux dire, de façon bien dosée. On va dire ça comme ça. Avec bien sûr des constantes et des variables. Hein. On va dire ça comme ça. Alors, donc, je disais que la chimie, ben, elle tente de résoudre principalement donc, plusieurs problématiques. Hein. On va dire tout d'abord, la composition de la matière. Voilà, c'est ce qui vient en premier lieu. Hein. Comme on parle de matière, euh, comment on fait l'étude de la matière. Alors, bien sûr, les matières, il y en a différentes sortes. Hein. Et c'est ça qui fait la diversité de la matière. On a la diversité aussi bien dans l'univers que sur Terre, diversité de la matière. Donc les êtres humains sont de la matière, les êtres vivants, tout être vivant c'est de la matière, la Terre c'est de la matière, ce qui se trouve à l'intérieur de la croûte terrestre c'est de la matière, ce qu'on ne voit pas, l'air c'est de la matière, voilà parce que vous savez, on est dans l'atmosphère, une couche d'atmosphère avec de l'air, et donc ben, on ne perçoit pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Voilà, parce que l'être humain se fait, voilà, dans ses rapports empiriques, voilà, quand il tente de juger quelque chose, mais il croit qu'il n'y a que les yeux qui sont, je veux dire, une preuve, une preuve parfaite euh, euh, de ce qu'il peut en tirer comme conclusion. Mais non, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne voit pas. Les ondes, on ne les voit pas. On ne peut pas tirer des conclusions sur les ondes euh, parce qu'on ne les voit pas. Justement, les ondes, on peut les percevoir de différentes façons. Par exemple, par l'ouïe, par exemple, les sons acoustiques. Voilà, on peut les entendre par les oreilles. Donc ça, c'est un son. Mais il y a des sons, enfin, il y a des ondes voilà, qui sont inaudibles parce que qui sont en-delà de certaines fréquences qui sont inaudibles. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, que c'est fini. On a deux sens, les principaux sens qui sont utilisés, ben c'est les yeux, voilà, le nez, les oreilles, voilà, c'est trois sens. Et le toucher, 4. Ouais, vous allez me dire 4 sur 5. Voilà, on peut goûter, mais bon, goûter, faut faire attention, on ne peut pas goûter n'importe quelle matière non plus. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont comestibles, d'autres qui ne sont pas, d'autres qui sont, vous pouvez goûter à certaines doses, mais à d'autres doses, ça devient dangereux, mortel, voire mortel. Donc, ce qui veut dire que, bon, il y a quatre sens qui peuvent être utilisés, mais des moments où un des sens les plus utilisés, c'est les yeux. Bon, le scientifique, il utilise beaucoup ses yeux pour pouvoir tirer des conclusions. Mais maintenant, c'est pas parce qu'on ne voit pas, par exemple, je parle des gaz qui sont incolores, voilà, je pense à l'air, bah, on ne voit pas ce gaz-là, on le voit pas. Donc, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas quelque chose. C'est pas parce que une onde, on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Donc, il faut pas tirer de conclusions hâtives en se disant, bon, on ne voit pas, il n'y a rien. Ou alors, on ne voit pas, on ne comprend pas. Voilà, donc il faut tirer, bien sûr, des conclusions par d'autres voies et moyens. Donc, on a la diversité de la matière. Et donc, dans la matière, il y a le visible et le non visible. Voilà, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Voilà. Il y a des choses qu'on peut toucher, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Donc, dans les cinq sens, ben, il y a des choses qu'on peut mettre en évidence et d'autres qu'on ne sait pas mettre en évidence. Donc, à ce moment-là, c'est les études les plus difficiles, c'est celles de choses qu'on ne voit pas. Par exemple, les ondes, on ne les voit pas, donc c'est difficile. Il a fallu des siècles et des siècles pour comprendre les ondes. Ouais, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Voilà. Alors tout ce qu'on ne voit pas, ben, c'est difficile à comprendre. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'aussi dans la matière, infiniment, dans le très petit, les atomes, il a fallu des siècles aussi pour comprendre que la matière était constituée, de molécules et deux d'atomes. Voilà. Et puis d'autres particules, autour de l'atome. Voilà. Voilà. Donc ici, une des premières choses qui fait en sorte que, enfin, que la chimie tente bien sûr de comprendre, voire de résoudre principalement euh, par des problématiques, notamment une des problématiques de la chimie, je parle bien de la chimie, c'est la composition de la matière. Comme je l'ai dit, la composition de la matière, elle peut être, la matière peut être matière naturelle, voire de base industrielle. Alors justement, il y a la chimie industrielle. La chimie industrielle qui est très très vaste pour soi. Pourquoi? Parce que c'est immense la chimie industrielle. C'est tout ce qui est processus de fabrication de tout ce que vous voulez en tant que matière. Je parle des plastiques, je parle de peinture, je parle
voilà, de la sidérurgie, de la métallurgie. La sidérurgie, la métallurgie, tout ce qui est usine de transformation, par exemple, je pense une usine d'inoxydable. Voilà, on va fabriquer de l'inoxydable, des inox. euh, eh bien, c'est de la chimie. Quelque part, c'est de la chimie. Voilà. Donc, quand on regarde bien, la plupart des processus industriels sont de type basé sur la chimie. Sur la chimie. Vous avez fabriqué des engrais, c'est de la chimie. Les vernis, c'est de la chimie. La peinture, c'est de la chimie. Voilà. Les plastiques, c'est de la chimie. Voilà. Fabrication du fer et de l'acier, et voilà, tout ce qui est voilà, aluminium, etc., etc., matière première, le cuivre, etc., eh bien, tout ça, c'est de la chimie. Donc, vous voyez que la chimie, en base industrielle, ça dépend du type d'usine chimique que l'on a en présence, mais ce sont des bases industrielles très fortes, et donc, notamment avec de nombreux brevets qui sont derrière. Je pense, par exemple, à, à l'industrie voilà, métallurgique qui a donné d'innombrables brevets depuis des siècles. Depuis des siècles, on a trouvé d'innombrables brevets de processus de fabrication. Voilà, euh, tout est calculé là-bas. Aussi, il y a une organisation, voilà, avec les pourcentages, voilà, de ce qu'on peut fabriquer comme type d'acier, par exemple. Par exemple, hein, voilà, on a des pourcentages, on a différents types de. Et tout ça, il faut fabriquer suivant des processus, voilà, dits chimiques. Et à ce moment-là, bon, on oublie un petit peu la chimie, mais on se dit, on part en tant que base industrielle. On oublie le terme chimique, on sait bien que c'est de la chimie. Voilà, tout est chimique, hein, tout ce qui est composition de matière, c'est chimie, c'est de la chimie. Voilà, et donc maintenant, trouver une nouvelle matière, c'est voilà, du savoir-faire, on va dire, du savoir-faire, du génie chimique. On peut avoir du génie chimique, c'est-à-dire créer de la matière. Créer de la matière, bien sûr, en faisant des mélanges par transformation, c'est-à-dire des réactions chimiques. On essaie de créer des nouvelles matières, voire des matières, voilà, des nouvelles matières, par rapport à tout ce qui est connu. Alors maintenant, sachant que, bon, là, donc vous aurez compris qu'il existe une chimie industrielle, hein, que la plupart des sociétés industrielles, bon, ils utilisent la chimie industrielle. La chimie industrielle. Voilà. Alors, ceci étant dit, une deuxième problématique de la chimie, c'est de mettre en relation euh, la composition, justement, cette fameuse composition. La composition de matière. Et la matière, ben, elle a ses propriétés. Donc, on peut mettre en relation la composition de la matière et ses propriétés. Le tout, c'est de détecter, de comprendre, d'étudier, voilà, d'élaborer des théories, des modèles pour comprendre ses propriétés de la matière. Alors, une matière n'est pas l'autre. Chacune a ses propriétés. Alors, quand je dis ses propriétés, ça peut être des propriétés chimiques, mais ça peut être aussi des propriétés physiques, parce que quand on étudie la matière, on ne fait pas, je veux dire, de restrictions. On ne se dit pas, ouais, bon, c'est de la chimie, on fait uniquement de la chimie. Non, on fait, voilà, des propriétés. Les propriétés seront rassemblées dans une terminologie qui est propriété physico-chimique. Hein. On ne va pas prendre que les propriétés chimiques. Bon, sinon, ça serait une restriction qui rimerait, qui rime à rien. Ça rime à rien. Ça rime à rien. Hein. Donc, on a la diversité de la matière. Et donc, la chimie va tenter justement, dans cette diversité de la matière, de comprendre la composition de la matière, que ce soit de l'univers, que ce soit sur des bases industrielles, que ce soit du monde du vivant ou du non-vivant. Mais en tout cas, la diversité de la matière va amener à faire des compréhensions, voilà, de la composition de la composition de la matière et des propriétés et des propriétés de ces matières-là. Bon, maintenant, on est en 2025. Il existe de nombreux appareillages. Hein. Bon, c'est les mesures faites par des appareillages qui font que, bien sûr, des tests dans des laboratoires spécifiques, voilà, qui feront que, j'ai bien dit laboratoire spécifique parce qu'il existe des laboratoires tout faits pour les tests, on va dire ça comme ça, qui ne servent qu'à ça. Des tests mécaniques, des tests de rupture, des tests voilà, de température, voilà, de fusion, etc., etc. Il y a tous des tests qui peuvent être faits dans des laboratoires spécifiques qui ne font que ça. Voilà, ils ne font que ça, du test. Voilà. Pas confondre avec un laboratoire où là on peut faire des petites expériences,
voilà, pour comprendre la matière. Parce que la chimie est de type, elle est universelle d'abord, la chimie est universelle, mais elle est surtout empirique. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre réellement la chimie, il faut faire des transformations euh, par voie de laboratoire. Vous faites du laboratoire et vous faites des expériences. C'est par rapport à des expériences que on va tenter de comprendre, je veux dire, la matière et certaines propriétés de ces fameuses matières que vous étudiez. Donc, c'est-à-dire, ce sont les laboratoires de chimie. Alors, pas confondre un laboratoire de test. Voilà, il existe des laboratoires, voilà, d'analyse. Il existe des labos d'analyse. On analyse, voilà, des laboratoires de tests qui font que des tests. Voilà, des laboratoires, bien sûr, expérimentaux. On fait des expériences. Alors maintenant, on fait des expériences pour trouver peut-être quelque chose. On va modéliser quelque chose pour essayer de trouver. Bon, ça, c'est des laboratoires de recherche. Hein. Quand je dis expérimentaux, vous avez des laboratoires de recherche. Contrairement aux laboratoires d'école qui sont aussi des laboratoires expérimentaux, mais là, on étudie. C'est pour l'étude. Donc ça, c'est de recherche. C'est l'élève qui étudie. Bon, quand je dis recherche, ça veut dire qu'on essaie de trouver quelque chose. Hein. Voilà, par rapport, c'est des docteurs, voilà, des docteurs qui font des études sur une, voilà, ils font des études pour retrouver quelque chose. À côté de ça, il y a les laboratoires d'école, c'est-à-dire des expérimentaux, mais là, on sait bien où ce qu'on va. Contrairement au celui des recherches, on ne sait pas ce qu'on va parce qu'on cherche quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va. Voilà, il y a des scientifiques qui sont amenés à faire une étude sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas et ils essaient de trouver, faire une trouvaille. Bon, maintenant, ceux des écoles, il n'y a pas de trouvaille à faire. Hein. On fait des expériences suivant un canevas, voilà, de laboratoire qui est donné par le professeur. Le professeur sait bien où ce qu'on va. Il connaît, il connaît déjà bon, les résultats et il sait bien que les élèves vont être amenés à trouver des résultats qui sont connus de la science. Donc ils ne font que voilà, expérimenter pour voir expérimenter pour tout simplement entrevoir certaines lois qu'ils étudient dans des cours théoriques. Donc, en fait, le laboratoire expérimental va servir de laboratoire, va servir de cours pratique pour les étudiants. Donc ça, c'est expérimentaux, c'est-à-dire d'études. D'études, voilà, orientées, hein, on sait bien ce qu'on va. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une étude où on ne sait pas ce qu'on va, comme le font les scientifiques. Hein. Les scientifiques, ils ne savent pas ce qu'ils vont dans leur étude. S'ils trouvent quelque chose, s'ils trouvent. S'ils n'ont pas trouvé, tant pis. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Dire, en tout cas, ils essayent de trouver de nouvelles matières, voire de nouvelles des propriétés à certaines matières et ainsi de suite. Bon, donc les laboratoires, il en existe différents types. Alors bien sûr, l'alimentation, la fabrication de l'alimentation, c'est aussi de la chimie. Hein. Je vous ai dit, la chimie, elle est partout. La chimie, elle est partout. La chimie, elle est partout. Donc on a un laboratoire de tests, d'analyse, d'expérimentaux. Voilà. Donc la composition de la matière et ses propriétés. Ouais, bon, par exemple, je prends un coiffeur. Le coiffeur, lui, il a besoin de produits chimiques. Voilà. D'innombrables métiers ont besoin de produits. Hein, et donc ils utilisent des produits chimiques. Alors tout ce qui est bien sûr matière, ben, c'est de la chimie. Donc il faut connaître un minimum. Un minimum voilà, sur les matières. Quelqu'un qui va faire apprendre des études de carrelage, ben, il doit apprendre les différents types voilà, de matières qui existent quand on utilise. Quand il fera son métier, il pourra pratiquer son métier de carreleur, ben, il va voir les différentes voilà, matières qu'il peut utiliser en tant que carreleur. Notamment dans le carrelage aussi. Hein. Donc vous voyez que la chimie, on la rencontre tous les jours et dans tous les domaines. Parce que c'est basé sur la matière. Oh, la matière, on la rencontre tous les jours. Tous les jours, dès qu'on se lève, on baigne dans un monde de matière. Alors, le troisième et non des moindres, bien sûr, vous aurez compris que ce sont les réactions chimiques. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les mécanismes, les processus. Donc ici, on va parler en termes de... Là, on sera plutôt, soit dans les laboratoires expérimentaux d'études, dans les écoles, on va essayer de comprendre certaines choses, ou sinon, si c'est un laboratoire expérimental de recherche, à ce moment-là, vous aurez compris qu'il
ils vont chercher, voilà, à comprendre des mécanismes, hein. Donc on aura des process, voire ce qu'on appelle des processus, voilà, de transformation. Alors de transformation, vous aurez compris, c'est la transformation de la matière, hein. Transformation de la matière. Alors, on pourrait poser la question du pourquoi des réactions. Les mécanismes. Les mécanismes, le pourquoi des réactions. Bien sûr, avec, encore une fois, ne perdez pas de vue qu'on est dans un concept physico-chimique, hein. Donc il y a des températures, peut-être la température va jouer sur des réactions, peut-être la pression. Or, des pression-température, c'est une notion de soit de physique, mais on retrouve aussi en thermodynamique. Donc c'est pour vous dire que ne pas perdre de vue que dans un concept de physico-chimique, bien qu'on étudie la chimie. Et en physique, c'est la même chose. C'est pas parce que vous êtes dans un concept de physique qu'on oublie, voilà, l'arrière-cours qui est la chimie. Quand on est en physique, l'arrière-cours de la physique, c'est la chimie. L'arrière-cours de la chimie, c'est la physique. Donc, il y a un lien de parenté, je veux dire, évident entre la physique et la chimie. Donc, étudier l'un, c'est ne pas perdre de vue l'autre. Étudier l'autre, c'est ne pas perdre de vue l'un. Voilà. Donc, vous voyez que ça va de soi. Ça va de soi. Donc vous voyez que c'est ça, ces trois points de vue que la chimie tente de résoudre comme problème. C'est donc c'est voilà la composition de la matière. Alors sur base industrielle, c'est de concevoir de nouvelles matières, voire de concevoir des matières déjà existantes. Alors toutes les matières ne sont pas pour un pays n'est pas apte à fabriquer n'importe quelle matière, hein. Voilà, il y a encore des pays qui ne savent pas fabriquer certaines choses. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont toujours la maîtrise voilà, de la conception de certaines matières, alors que d'autres ne l'ont pas encore, malgré qu'on est en 2025. Donc c'est pour vous dire que même la composition de la matière, fabriquer une matière, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des matières qui ne sont pas évidentes à fabriquer, et donc il n'y a que ceux qui ont un savoir-faire, notamment une base fortement industrialisée, c'est-à-dire avec des machines très, très performantes, très high top, high level, de haut niveau, de haut sommet, voilà, qui peuvent se permettre de fabriquer, voilà, des matières, parce que les bases industrielles, vous avez des machines qui peuvent coûter très très cher, notamment je pense pour la fabrication de puces électroniques. Voilà, c'est quand même de la chimie, hein, mine de rien. Bien qu'il y a eu du dessin qui a été fait dans ces puces-là, mais ça reste de la chimie. Ça reste de la chimie, parce que si on n'a pas de silicium, si on n'a pas des composants pour fabriquer, je veux dire, les puces, mais jamais on a beau savoir faire du dessin à l'intérieur de ces puces, ça ne marchera pas, parce que je veux dire, il faut voilà, des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, la matière, c'est de la matière, et donc c'est de la chimie. Donc vous voyez que pour fabriquer certaines matières, c'est pas donné à tout le monde. Parfois, il faudra avoir des machines conséquentes qui coûtent très très cher et un savoir-faire derrière. Donc, ce qui veut dire que c'est pas donné à tout le monde. Donc, en 2025, tout le monde n'est pas capable de fabriquer certaines choses. Voilà. Donc, la composition de la matière, certains l'étudient encore dans certains pays parce qu'ils n'ont pas encore évolué dans certaines fabrications de matière. Et donc, ils sont encore en train d'étudier pendant que d'autres ont déjà voilà, une avance fondamentale dans la. Voilà. Parce que tout ça, c'est le fruit de centaines d'années, hein. La métallurgie, c'est pas du jour au lendemain qu'on crée voilà, une base industrielle, hein. La base industrielle, c'est sur base. Si je prends par exemple la Belgique, c'est sur. Voilà, c'est depuis les passé voilà, les 1800 à nos jours qu'elle a acquis une base industrielle par rapport à ses brevets, voilà, à son expérience, à ses travaux qu'elle a réalisés voilà, au niveau de la métallurgie, la sidérurgie. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on acquiert une base très industrialisée, hein. C'est bon, les brevets, c'est un travail au quotidien qui dure pendant voilà, passer 200 ans. Donc vous comprenez que certains pays n'ont pas cette base industrielle de 200 ans de passé. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est copier je veux dire, les brevets. Encore faut-il, même en copiant, de pouvoir les faire, parce que c'est pas encore évident de copier, de refaire la même chose, ou voir
refaire la même chose ou modifier. Une copie n'est pas forcément facile. Hein. Voilà. C'est pas parce que vous avez copié des plans que vous saurez faire ce qu'il y a dans les plans. Parce que parfois dans les plans, il y a des choses secrètes, voilà, qui sont... Ils ne vont pas vous mettre, par exemple, je prends un plan électronique, mais il y a des numéros de semi-conducteurs qui ne vous mettront pas pour ne pas dire qu'est-ce que c'est. Voilà, vous n'allez pas savoir c'est quoi le composant qui est dans le plan, parce que c'est tenu secret. On va dire ça comme ça. Donc ici, la composition de matière et ses propriétés, bon, c'est aussi étudié par la chimie. Donc là, il y a la composition de la matière, sa fabrication, voilà. Mais il y a aussi l'étude de la composition de sa matière et de ses propriétés. Alors bien sûr, quand je dis process, ici la chimie étudie les processus de transformation de la matière aussi bien, même en agroalimentaire, hein, on retrouve tout ça en agroalimentaire. Ben, on peut étudier donc les transformations de matière, c'est-à-dire que les transformations que la matière peut subir, elle va subir des transformations, voilà, soit naturelles au cours du temps, soit des transformations forcées par un processus industriel. Hein. Si on veut que les choses voilà, aillent dans un certain sens, on va voilà, faire en sorte qu'on va faire subir des réactions chimiques. Alors, réactions chimiques, bon, elles peuvent se faire. Quand on a une réaction chimique, bien sûr, on n'a pas qu'une réaction qui peut se faire. On peut avoir un mécanisme en chaîne de plusieurs réactions chimiques. Voilà. Et chacune des réactions, pour qu'elle se fasse, il faut des conditions de température, de pression, voilà, des conditions. Il faut des conditions. Voilà, des conditions. Parfois, il faut rajouter certaines matières pour que il y ait une amorce de la transformation, parce que parfois, vous allez faire une transformation chimique, elle ne prendra pas. Bon, pour qu'elle prenne, il faudra mettre des produits bon, qui permettront, soit dans la cinétique chimique, c'est-à-dire de faire évoluer la réaction à une vitesse plus rapide, voire plus lente si ça va trop vite, et ainsi de suite. Donc, on peut faire des systèmes de régulation, voilà, de transformation de la matière. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez qu'ici, dans les propriétés, je m'excuse, euh, dans la chimie c'est d'abord quelque chose de très 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 vaste. Il n'y a pas plus vaste que la chimie. Ouais, la chimie c'est un monde vraiment... Alors on peut étudier la matière aussi qu'il y a dans l'univers, hein, dans certaines planètes, etc., etc. Donc je peux vous dire que c'est ouvert à l'infini. La chimie, c'est ouvert à l'infini. C'est ouvert à l'infini. Alors, maintenant, quelqu'un qui veut travailler en chimie, bah, il peut travailler dans différents domaines. Donc, ça, c'est quelque chose d'infini, la chimie. Hein. On peut faire, voilà, vous avez les bases industrielles, les bases naturelles. Alors, quand je dis base naturelle, c'est les bases sur Terre et dans l'univers. Hein. Alors, vous pouvez étudier voilà, la chimie d'une planète, la chimie. Voilà, et les planètes, c'est pas ce qui manque hein, pour étudier. Donc vous voyez que la chimie, c'est ouvert. Et sur les bases industrielles, tout produit qui est conçu bah, peut être étudié. Donc, travailler en chimie, les carrières, c'est aussi de la chimie. Les carrières, travailler dans les carrières. Donc, quelqu'un qui veut travailler, bon, préparer un ciment, c'est faire une préparation chimique. Préparer, je veux dire, un mortier ou quelque chose comme ça, ou une chape, voilà, une chape, c'est de la chimie. C'est rien d'autre que la chimie. C'est un mélange chimique. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la chimie, c'est quelque chose d'infini. D'infini. Voilà, c'est quelque chose d'infini. Alors maintenant, sachant que ceci, que la matière... Alors, on peut travailler, je veux dire, dans un milieu... La chimie ne connaît pas, je veux dire, un chimiste... on va dire que les chimistes sont fort demandés. Il ne va pas connaître, je veux dire, un manque de travail. Parce que dans toute base industrielle, on retrouve de la chimie. Vous allez avoir un transformateur avec de l'huile, ben, de l'huile c'est de la chimie. Voilà. Quand je dis transformateur à bain d'huile, c'est de la chimie. Donc on ne peut pas, je veux dire, passer outre d'une société sans avoir affaire à de la chimie. On va dire
Une entreprise qui vend des matériaux de construction, c'est d'office de la chimie, puisque ça vient généralement des carrières, et donc qui dit carrière dit chimie, et donc c'est de la matière. Qui dit matière dit chimie. Donc la chimie, on la retrouve aussi dans le corps humain. Dans le corps humain. Voilà, on a là, des processus qui se font euh, dans le corps humain, c'est toutes des transformations chimiques. Et donc la chimie, on a la chimie corporelle du corps, la chimie interne au corps. Alors on peut encore là aussi distinguer quelqu'un qui étudie la- euh, l'alimentation d'une personne, ben, elle va ingérer des matières, et qui dit ingestion de matière dit chimie. Donc pour pouvoir doser les matières, voilà, les nourritures qu'elle doit manger, par exemple, elle ne doit pas manger trop de sucre, pas trop de graisse, etc. Elle doit manger certaines choses bien précises. Ben là, c'est aussi faire appel à la chimie. On fait deux dosages pour qu'une personne ne mange pas euh, de trop. De trop ou trop peu. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que on peut doser, voilà, les quantités de calories pour qu'elles soient nécessaires pour l'être humain, et tout en contrôlant, je veux dire, euh, certains aliments. Donc elle est partout, la chimie. Elle est partout. Alors qu'est-ce qu'on étudie en chimie? Bon, tout d'abord, avant tout, on peut retrouver de la chimie industrielle. Bon, ça c'est immense. La chimie industrielle est immense. C'est tous les processus de fabrication de produits, et ainsi de suite. On peut retrouver une chimie bien spécifique qui est la chimie organique. La chimie des êtres vivants. Mais maintenant, c'est plus que ça. Voilà, donc la chimie organique. Les êtres vivants, je rappelle que c'est les plantes et les animaux, dont l'être humain est un animal intelligent situé au sommet de la pyramide des animaux. Voilà, on a la chimie des hydrocarbures. Alors, il y a d'innombrables produits fabriqués à partir des hydrocarbures. Alors, on a la chimie des roches. La chimie analytique. La chimie générale. La chimie de laboratoire. Je rappelle que la chimie est une science expérimentale, hein. C'est d'abord avant tout une science expérimentale, donc basée sur l'expérimentation. Alors, quand je dis expérimentation, c'est bon, on fait des expériences, et bien sûr, sur base d'une observation, ben, on observe le phénomène. Alors, observer, comme je l'ai dit, tant qu'on utilise euh, les principaux sens, je parle des yeux, bon, on voit ce qui se passe avec les yeux. Bien sûr, il faut prendre des notes, hein, parce qu'on fait pas, on utilise aussi le cerveau. On utilise le cerveau, parce que bien sûr, quand on prend des notes, on essaie pour comprendre, on utilise le cerveau. Donc, mais en tout cas avec les yeux, parfois les oreilles, parce que bon, ça fait des bruits, etc., spécifiques pour certaines réactions. Voilà, le toucher, bon, il y a certaines choses qu'on peut pas toucher, hein. On peut distinguer des choses en les touchant, hein, mais il y a des choses qu'on peut pas toucher. Parce que bon, si une réaction est chaude, on va pas toucher ce qui est chaud, voir ce qui est très froid. Voilà, voilà. Donc, on va pas toucher. Parfois, les yeux suffisent, hein. Les yeux suffisent. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les yeux sont le principal, je veux dire, moteur de l'expérimentation, de l'observation de phénomènes, on va dire physico-chimiques. Alors bien sûr, c'est surtout le cerveau qui va travailler, hein, avec des outils informatiques. Pourquoi? Parce qu'on va récolter de multiples informations euh, lors du processus, bien sûr, d'observation du phénomène chimique. Euh, et alors, bien sûr, on va classifier ces données, interpréter ces données, bien sûr, on peut modéliser, et on peut, bien sûr, les classifier en tant que loi. En tant que loi. Alors, maintenant, si les lois ne suffisent pas à expliquer, on va dire, le phénomène,
Bien sûr, si je parle d'un phénomène chimique. Alors, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est euh, de compléter, on va dire de compléter ces théories. Enfin, on va compléter ces lois par des théories. On va compléter ces lois par des théories. Alors, bien sûr, ces théories ne doivent jamais, et ça c'est scientifique, ne doivent jamais être contredites par l'expérience. C'est-à-dire que si vous faites une loi et vous faites une expérience et qu'il y a un distinguo entre la loi que vous avez faite et l'expérience, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, l'expérimentation est fondamentale ici. Hein. Faire des lois, c'est bien, mais ces lois doivent être non contredites par l'expérimentation. Les lois, qui vont donner bien sûr des théories, sur base de théories, hein, les théories, devront être en adéquation bien sûr avec l'expérimentation. C'est-à-dire si vous faites une expérience, ça doit, je vais dire, être lié à la théorie qui est établie, suivant les conditions bien sûr qui sont données par la théorie, ou suivant les conditions, suivant l'expérimentation. Dans les lois, on doit retrouver tout ce qu'il y a dans l'expérimentation en termes de conditions. Les conditions doivent être réunies pour l'un et pour l'autre, les mêmes. On va dire ça comme ça. Expérimentation. Alors, on pourrait continuer comme ça, hein, dans les chimies. Je vous dis que c'est ouvert à l'infini. Hein, je veux dire, la chimie. Alors, on peut faire la chimie de l'univers. Alors, on a la biochimie des êtres vivants. Biochimie. On a la... Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, on a le génie chimique. Et ainsi de suite. Je pourrais continuer. Bon, on peut faire... Alors, on pourrait dire aussi qu'on a la chimie minérale. Descriptive. La chimie théorique. Bon, ici, je peux mettre la chimie générale théorique. Hein. Voilà, donc par exemple, si je prends la chimie théorique, bon, là, on étudie bien sûr les lois et les théories consacrées à ce qui, justement, fait la matière, c'est-à-dire les atomes, principalement les atomes et les molécules. Voilà, donc on peut faire des études de loi sur et des théories consacrées aux atomes et aux molécules, mais on peut faire aussi des études de loi et des théories consacrées aux réactions chimiques. Et là, c'est justement cette fameuse chimie théorique qui s'en occupe. Elle va s'occuper aussi bien des lois des atomes et des molécules que des réactions chimiques. Alors, la chimie minérale descriptive, elle va étudier on va dire les propriétés des éléments simples et on va dire des minéraux. La chimie organique, ben, elle étudie certaines molécules dont le squelette est à base on va dire de carbone. Hein, de carbone. Hein. Normalement, c'est Schon, S-C-H-O-N. Donc, on va retrouver du carbone, mais pas que. On aura de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, et puis des autres éléments aussi. Hein. Il n'y a pas que ça. Pas que ça. On peut avoir d'autres éléments avec. Mais principalement, c'est la chimie basée sur le carbone. Alors, bien sûr, il y a eu l'apogée
du carbone, hein, parce qu'il y a eu le, voilà, l'évolution a suivi, je veux dire, par exemple, il y a eu l'époque du bois. L'époque du bois, il y a eu le bois, ils utilisaient beaucoup le bois, parce qu'ils avaient des arbres, etc., etc. Il y a eu l'époque du bois, l'époque du fer, l'époque du bronze, l'âge du bronze, qu'on appelle l'âge du fer, l'âge du bronze. Ouais, mais avant l'âge du fer et l'âge du bronze, il y a eu l'âge du bois, parce qu'ils utilisaient beaucoup de bois pour... Ils avaient en possession les arbres, etc. Voilà. L'âge du bronze. Et bien sûr, il y a eu l'âge du carbone, hein, bon, avec le charbon. Le charbon, c'est toute la panoplie, charbon, acier, etc., métallurgie, sidérurgie, et ainsi de suite. Parce que métallurgie, sidérurgie, on utilise le coq. Le coq provient du charbon. Voilà, c'est pour ça que métallurgie, sidérurgie est liée à l'époque du charbon. Les aciéries, quand je dis les aciéries aussi. Voilà. C'est lié à l'époque du charbon, notamment pour chauffer. Hein, en plus, on utilise le coq, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, l'époque du carbone a fait que l'évolution du monde, on a été dans... on a eu chaque fois une évolution. Hein. Là, l'évolution du... voilà, l'être vivant a utilisé le bois, ensuite le fer, l'âge du bronze, il y a eu l'âge du carbone, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, puis bien sûr, dans le carbone, il y a toujours le carbone ici, c'est les hydrocarbures. Les hydrocarbures. Donc vous voyez que ici, ces âges-là ont ramené chaque fois une augmentation de la population. Et donc, fatalement, un bien-être à chaque fois. Un bien-être. Il y a à chaque fois un bien-être qui est... Et donc, qui dit bien-être, dit surélévation des populations. Donc, on peut remarquer que quand on a l'époque voilà, du carbone, donc du charbon, ben, la population s'est notamment accrue. Pourquoi? Parce que, je veux dire, il y a un bien-être qui apparaît grâce voilà, au charbon et à l'acier. Charbon à l'acier. Et puis quand il y a eu les hydrocarbures, ben, là encore une fois, la population a de nouveau augmenté parce que ça ramène de nouveau un bien-être. Un bien-être. Donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle, on découvert de nouvelles matières pour pouvoir faire des transformations de cette matière-là, et pour pouvoir y jouir. Maintenant, on est dans le monde de l'électronique, donc on a ce qu'on appelle les métaux rares, le silicium, on a tout ce qui est, on va dire, semi-conducteur, hein, voilà, les semi-conducteurs, c'est-à-dire semi-conducteurs qui sont à valence 4 dans le tableau chimique, voilà. Et à côté de ça, bien sûr, on a les terres rares qui sont fort utilisées en électronique. Donc, tout ça ramène encore une nouvelle évolution, qui est l'homme connecté. L'homme connecté, comme j'ai toujours dit, j'appelle ça l'homme connecté. Au départ, c'était le GSM, et puis c'était l'Internet, et maintenant, on est arrivé à l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez que l'homme évolue. Et donc, ça ramène une nouvelle, on va dire, une nouvelle évolution. À chaque fois, l'être humain remonte d'un cran au niveau de l'évolution. Hein, voilà. Là, il est remonté d'un cran avec le bois, puis il est remonté d'un cran avec l'âge du fer, il est remonté d'un cran avec l'âge du bronze, il est remonté d'un cran avec l'âge du carbone, et puis bien sûr carbone qui est charbon, et puis il est remonté d'un cran avec l'âge du carbone, c'est-à-dire pour les hydrocarbures. Et donc, chaque évolution va ramener une augmentation de la population, c'est-à-dire un bien-être. Un bien-être. Voilà tout ce qu'on peut en dire. Et alors, bon, je voulais rajouter juste une petite chose au niveau de la chimie. Qu'est-ce qu'on étudie Voilà, je vais m'arrêter ici pour la vidéo parce que je vais faire une autre vidéo qui va être consacrée, je veux dire, à la chimie, on va dire, théorique, ce qu'on en entrevoit principalement dans la chimie théorique. Donc, c'est la chimie qui est ici. La chimie générale théorique. Alors quand je dis chimie générale théorique, bien sûr, je m'arrêterai à un certain niveau. Parce que celui qui veut continuer des études de chimie,
Il fait un doctorat, vous aurez compris, hein. Il fait un doctorat. Bon, je veux dire, il y a le point de vue que la connaissance de la chimie, ça dépend ce qu'on fait comme métier, ce qu'on compte faire comme métier. Certains vont faire un métier, par exemple, on va prendre un genre de métier infirmier. L'infirmier doit connaître un petit peu la chimie. Voilà, il doit connaître un petit peu la chimie. Pas à un point très élevé, mais il doit connaître les principales lois de la chimie. Les étudiants de nombreuses écoles ont un cursus de chimie théorique, voilà, qui est en candidature de base généralisée. Voilà, c'est le même pour tout le monde, pour tous ceux qui suivent la candidature. Maintenant, celui qui veut faire voilà, des études de chimie, à ce moment-là, il va continuer, il va voir des points, euh, compléter les points qui ont été vus en candidature, mais les élaborer un peu plus. Et puis après, bon, ça dépend ce qu'il va faire. S'il est, s'il fait un doctorat, ben, il va faire, voilà, euh, il va pousser, voilà, et non pas toute la chimie, bien sûr. Il va pousser sur un niveau, quelque chose. On ne peut pas connaître toute la chimie. Je vous ai dit que c'est infini. C'est impossible. J'ai bien dit, c'est impossible de connaître toute la chimie. Aller poser à quelqu'un qui fait des questions, voilà, de chimie, sur la métallurgie, un professeur de chimie ne saura pas vous répondre. Peut-être il saura vous répondre sur certains points, mais pas tout, parce qu'il n'est pas métallurgiste, il n'est pas sidérurgiste, il n'a pas les, voilà, ceux qui sont au laboratoire de métallurgie et en sidérurgie, les laboratoires là-bas, qu'ils ont vu beaucoup de processus qu'ils ont vu beaucoup de, comment on appelle ça, de brevets, ben, eux, ils s'y connaissent euh, très fort par rapport à un professeur de chimie. Le professeur de chimie lui donne son cours de chimie, il n'est pas spécifique. Voilà, c'est une histoire spécialisation, on va dire ça comme ça. La chimie est spécialisée. Donc, un professeur de chimie ne connaît pas toute la chimie. Et ça, c'est évident. C'est évident. C'est évident. Si on devait poser des questions de métallurgie qui sont, je veux dire, spécifiques, le professeur de chimie ne saura pas répondre. C'est normal, parce que c'est trop spécialisé. Donc, chacun a son domaine, on dira. La chimie est tellement je veux dire, vaste, tellement complexifiée dans ces domaines très vastes, que il est impossible de connaître toute la chimie. Quelqu'un qui dit qu'il connaît toute la chimie, ben pour moi, c'est quelqu'un qui raconte des bêtises. C'est quelqu'un qui raconte des bêtises. Parce que la chimie, c'est très, 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 très vaste. Je peux vous le dire. Ouais, donc en fait, celui qui veut faire docteur, il va se spécialiser dans un domaine de la chimie. Il ne va pas connaître toute la chimie parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, moi, je verrai donc des concepts qui sont là. Voilà, ici, je verrai ça. La chimie générale théorique, bon, qu'on retrouve en candidature pour tout le monde, hein. Maintenant, les chimies de laboratoire, bon, ça, bien sûr, il faut euh, avoir un laboratoire de chimie. Alors, avoir un laboratoire de chimie ne suffit pas, je vous le dis tout de suite. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que, de un, un laboratoire de chimie, il doit être, je veux dire, bon, tout d'abord, ça doit ressembler à un laboratoire, ça, c'est de facto. Il doit avoir rentré dans le standard de laboratoire. Ça, c'est de un. De deux, il doit avoir les principaux produits chimiques pour lesquels vous allez faire des expérimentations. De trois, vous devez avoir voilà, une série de laboratoires à faire qui ne sont pas forcément des laboratoires simplistes, hein. Voilà, parce qu'on peut avoir des laboratoires qui sont très simples en chimie, comme on peut avoir des laboratoires où on comprend bien les choses au travers de laboratoires plus spécifiques qui demandent du matériel. Donc ça va demander des appareils de mesure, ça va demander du matériel, ça va demander comment on appelle ça, de la marchandise. Bon, ça va être comme une petite entreprise, hein, puisqu'il faudra commander les marchandises. Les marchandises ici seront, je veux dire, les produits qui seront utilisés, qu'ils soient liquides, gazeux ou comment on appelle ça, solides. Ils devront être commandés suivant un cahier. Voilà, il y a un cahier des charges qui devra être fait. Ensuite, hein, on va passer, voilà, on va passer au carnet de commandes et on va commander bon, ce qui est nécessaire pour établir les laboratoires de chimie. Et alors, bien sûr, après, il faut un maître
d'œuvre, c'est-à-dire un professeur qui va pouvoir gérer en conséquence le laboratoire, gérer les élèves, gérer les laboratoires, pouvoir donner les bonnes explications, et savoir, je veux dire, opérer lui-même chacun des laboratoires dans les règles de l'art, voilà, en faisant attention bien sûr à tout. Parce que le tout c'est de faire attention à tout parce que un laboratoire de chimie reste très dangereux. Il y a des consignes de sécurité à prendre en compte parce qu'un laboratoire, ça reste un laboratoire. Il peut brûler, il peut exploser, il peut étaler des produits où quelqu'un va venir toucher, il va se brûler la main, même en touchant le produit. Voilà. Donc, et alors on peut respirer des substances nocives aussi. On peut être brûlé voilà, aux yeux, aux mains. Je veux dire, on peut inhaler des produits nocifs et ainsi de suite, cancérogènes, cancérigènes. Voilà. Donc, le maître d'œuvre, qui est le professeur de laboratoire, qui est attitré bien sûr avec un diplôme, qui va gérer tout le, je veux dire, voilà, toutes les manipulations, qui lui-même sait faire les manipulations lui-même. Parce que s'il doit montrer les manipulations, et s'il doit pouvoir montrer les manipulations aux élèves, enfin, faire subir des manipulations aux élèves, il doit lui-même déjà maîtriser voilà, les tenants et les aboutissants de ces manipulations. Alors, bien sûr, il y a des manipulations très simples. Ben, ce qu'on demande dans un laboratoire, c'est pas forcément de faire du simpliste pour occuper les élèves. Pourquoi? Parce que certains laboratoires, certains ont des beaux laboratoires, hein, à première vue d'œil, mais en fait, ils n'ont rien, ils n'ont pas de marchandises dans le laboratoire. Donc, ils sont tenus à faire des laboratoires tout simplistes et qui fait de l'occupationnel. Bon, c'est pas ça qui est demandé dans un laboratoire de chimie. Dans un laboratoire de chimie, c'est ce qui est vu au cours, c'est de le refaire en laboratoire pour pouvoir comprendre les tenants, les aboutissants de la chimie générale théorique. Voilà. Donc il y a un lien, je veux dire, direct entre la chimie générale théorique et la chimie de laboratoire. Il y a un lien direct comme ceci. Les deux là sont liés. Et maintenant, bien sûr, vous n'aurez pas de base industrielle. Pourquoi? Parce que pour avoir les bases industrielles, ben, je veux dire, il faut travailler dans une entreprise. Alors, je vous rappelle que si quelqu'un travaille dans une entreprise, il est tenu au secret industriel. Hein. Il ne peut pas commencer à communiquer voilà, ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Parce que là, ça reste voilà, des brevets qui sont coûteux et qui sont des secrets de type secret industriel. Et donc, on ne demande pas à quelqu'un de travailler dans un laboratoire et d'aller chanter ça, je veux dire, à droite à gauche. Parce que justement, c'est le secret industriel. Voilà, ça, aller donner des informations, je veux dire, à telle ou telle personne peut devenir de l'espionnage industriel. Et donc, c'est, on va dire, il est tenu pour responsable voilà, de ses actes, et de ses dires. Et donc, il est condamnable aussi bien vis-à-vis de l'entreprise qu'au niveau de la justice, parce qu'il n'a pas à, voilà, à divulguer des informations qui sont propres à l'entreprise et les divulguer, je veux le dire, à des personnes étrangères à l'entreprise. Voilà, donc, parce que ça va devenir de l'espionnage industriel. Donc ici, on a, comme partout d'ailleurs, hein, que ce soit l'informatique ou n'importe quoi, je veux dire, le monde ici, bon, on peut échanger des informations, chimie générale, théorique et chimie de laboratoire, c'est fait pour ça. On échange les informations pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avoir un cursus, je veux dire, général de chimie, mais des moments où vous rentrez dans un domaine qui n'est pas à vous, on vous demande certaines règles du jeu, ben, vous ne pouvez plus communiquer les informations. Par exemple, je pense à la chimie industrielle, vous n'avez plus à communiquer les informations à autrui. Alors que bon, quand on est à l'école, on peut voilà, divulguer les informations que l'on a trouvées au laboratoire. Voilà, on peut expliquer des choses. On peut, si on a compris quelque chose, on explique à quelqu'un, ou si quelqu'un a compris, il vous explique. Voilà, c'est donnant-donnant. Voilà. Mais ici, la chimie industrielle, ça ne va pas comme ça. On peut expliquer certaines choses qui sont déjà de base connues, mais quelqu'un, s'il a vu voilà, on va dire, s'il a vu des rapports de type secret, il n'a pas divulgué les informations. Parce que là, ça devient, je veux dire, de l'espionnage industriel s'il informe le public, alors que voilà, le procès était de type, on va dire, secret. Il y a ce que l'entreprise peut divulguer, veut et peut divulguer, mais il y a ce que l'entreprise n'a pas intérêt à divulguer parce que c'est son, voilà, c'est son gagne-pain. Alors si c'est pour aller donner son gagne-pain à quelqu'un d'autre et qu'il fasse
l'entreprise industrielle, ailleurs, ça n'intéresse pas l'entreprise. L'entreprise, elle est basée aussi sur des secrets de savoir-faire. Alors, la secret de savoir-faire, ça ne se divulgue pas, je vous le dis tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, c'est la porte ouverte à la fermeture de l'entreprise, parce qu'il y en a d'autres qui vont fabriquer ailleurs, moins cher, etc. Et donc, euh, alors que bon, à l'école, on échange l'information. Dans les écoles, on a des échanges d'informations, alors que dans les entreprises, bon, il y a des choses qui doivent être tenues secrètes, qui est propre à l'entreprise, notamment les brevets de fabrication. Je vous remercie.